Bonjour Fabrice, Bonjour Emeline, comment ça va? au taquet, ça Au va. taquet. Bon, bah, c'est génial alors. On se retrouve aujourd'hui pour le protocole, si je ne me trompe, numéro 225. Est-ce que tu connais le sujet du jour? Ah non, pas du tout. Bon, eh ben c'est cool. Je rappelle que ce protocole donc est réalisé par d'autres binômes dans plusieurs endroits dans le monde en même temps et qu'il est composé d'une partie fixe et d'une partie libre. Est-ce que tu te sens prêt? Ouais, c'est bon. Allez, tu t'installes confortablement. Tu prends quelques grandes inspirations et expirations afin de retrouver le calme total en toi. Et je t'accompagne avec un décompte de 5 à 1. Chaque chiffre représente un palier où tu plonges de plus en plus profondément en toi. 5. En cet instant, tu modules toutes tes fréquences de manière idéale pour toi maintenant. 4. Tu es totalement détendu. 5. Tout est calme et serein et posé en toi. 3. Et tu plonges encore plus profondément. 2. Je t'accompagne maintenant dans le calme. Tu suis ma voix et uniquement ma voix. 1. Comment ça va, Fabrice? Ça va. Ça va? Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes avec ceux que l'on appelle dans diverses cultures populaires les élémentaux ou les esprits élémentaires et tu me dis ce que tu en perçois. 1, 2 et 3. Alors tout de suite, quand tu as dit les manteaux, ça m'a dit attention danger. D'accord. Euh, Tu as plus de... c'est pas ce que ça semble être. D'accord. Euh, alors, ouais, ce que je perçois, c'est pour l'Europe, les traditions, tout ce qui est Occident. Mhm. Euh, je vois des petits êtres, aussi bien dans l'eau, aussi bien dans la nature, dans les forêts. Oui. Et c'est vraiment petit. C'est assimilé à vraiment des petites choses. Euh, des petits êtres et aussi bien des formes dans l'eau, le vent aussi. D'accord. Et après, quand je me connecte à, par exemple, là, je suis Afrique, sur l'Afrique. Là, je vois des êtres beaucoup plus grands, beaucoup plus
des énergies beaucoup plus lourdes et denses, beaucoup plus grandes. D'accord. Voilà. Est-ce que tu perçois autre chose? Oui, ça me dit manipulation. D'accord. Manipulation, et des êtres contrôlants. D'accord. Mmh. Autre chose? Non, pour l'instant, sur cette question, non. Très bien. On passe à la question 2. Décode l'ADN éthérique des élémentaires en reconstituant leur forme originelle à mon 3. 1, 2 et 3. L'ADN éthérique. Alors là, l'ADN éthérique. Des élémentaires en reconstituant leur forme originelle. Alors ça me dit 100 terre. D'accord. 100 terre et je vois derrière ça une, oh c'est très bizarre, c'est une sorte de c'est un être, on va dire multiforme, c'est comme quelque chose qui peut prendre la forme de ce qu'il veut, quoi. D'accord. Et ouais, ça ça me dit, c'est comme, un génie terrestre, mais, il fait ce qu'il veut, en fait. C'est une con voilà, c'est une conscience terrestre, mais, vraiment, je vois dans la terre, hein, dans le et c'est capable de manipuler, ça peut manipuler d'autres consciences. C'est-à-dire? Bah, ça manipule, en fait, les croyances des gens. Heu, comment dire? Ça rentre en quelque sorte en ça capte, ce que nous, on a dans notre imaginaire D'accord. et ça le transforme et on voit, à ce moment-là, ce que par exemple, si quelqu'un est câblé sur des lutins ou sur des choses comme ça, il va le câbler, il va s'en imprégner et il va le manipuler et et nous, on va voir des lutins. Mais en fait, derrière, c'est une conscience qui est là, qui manipule complètement. D'accord. Est-ce Et que il tu arrive à être dans le physique, ouais, parce que je vois par exemple, il y a cette énergie terrestre là, cette conscience qui est, dans une forêt et je vois, il se connecte à quelqu'un qui cherche la preuve d'élémentaux, de petits êtres comme ça. Il capte et il lui montre. Heu, mais en fait, c'est par l'intermédiaire de l'humain. En fait, c'est l'humain enfin, comment dire? Comme une c'est interface, quoi. c'est l'humain qui lui donne la forme, selon ce qu'il désire voir? Ouais, ouais, ouais.
Et l'autre, il est là pour donner l'impulsion pour manipuler, c'est-à-dire si l'humain souhaite voir des lutins, la conscience, cette conscience terrestre qui est là, qui manipule, va lui donner l'occasion de voir ça, de voir ces lutins. Il D'accord, va en quelque sorte matérialiser dans la tête de l'humain la vision d'accord, des lutins, par exemple. d'accord, très bien. Je Et comprends. il est capable d'agir aussi sur les éléments, c'est-à-dire l'eau, la terre, l'air, le feu, D'accord, et par l'intermédiaire de fréquences, lui donner une forme. d'accord, C'est vraiment une conscience, c'est comme si c'était une multiforme, quoi. Ça prend vraiment, je vois une espèce de blob, qui bouge dans tous les sens et qui se matérialise et qui a une puissance, ouais, ça me dit créatrice quand même. d'accord. Tu perçois une puissance créatrice dans cette conscience. Ouais. D'accord, très bien. Autre chose? On passe à la prochaine question. Non, tu peux envoyer la question suivante. Ouais. Donc tu as déjà commencé à y répondre. Quelle est l'apparence physique des créatures élémentaires? Bah, voilà, c'est ce que je dis, c'est selon la croyance de chaque personne. Je retourne en Afrique et ben, là, c'est les croyances sont les esprits de la forêt, les esprits des plantes, les esprits des animaux, de l'eau, et cetera. Oui, Ils se font passer pour ces esprits-là. d'accord, Mais c'est pareil, c'est, selon la volonté de l'humain d'aller à la rencontre de ces esprits-là qui va se matérialiser, qui va d'accord, matérialiser quelque chose. d'accord, très bien. Et il y a une manipulation derrière, toujours pareil, ça me dit recherche de fréquence et recherche d'énergie. C'est-à-dire? Et en ils recherchent de l'énergie, heu et en allant se connecter à l'humain pour lui donner ces visions-là et tout ça, ils pompent une certaine forme d'énergie. Bah, l'énergie créatrice, ouais, c'est ça, il s'en sert pour créer. D'accord, Et je vois très l'apparence, c'est, ouais, je vois toujours cette espèce de forme, bizarre qui peut prendre l'apparence de ce qu'on veut, en fait, de ce que l'humain souhaite voir. d'accord, très bien. Quelles sont les fréquences qui, selon toi, caractérisent les élémentaires? Alors ça me dit basse, j'ai pas D'accord. d'autres mots, basse, Quel type d'énergie et de fréquence basse? alors ce sont des fréquences, il y en a plein en fait, il y en a plein. Hem, Donne-en je quelques-unes. je vois une fréquence de dépendance, c'est-à-dire quand on a commencé à les voir, on veut encore en voir et en voir et en voir et en voir. D'accord, Et il y a une sorte de il y a une sorte de il y a une sorte de tourbillon qui se crée, et ça devient après un interférent. Hem, Ils vont aller chercher chez l'humain des fréquences, de joie et tout ça et ils vont les transformer après, ils vont s'en servir
Et ils vont s'en servir pour leur propre... Ouais, je vois ça. Il les chope et après, ils se nourrissent de ça. Ces êtres multiformes, là, il n'y en a pas qu'un, hein, il y en a plusieurs. Et c'est vraiment à la recherche d'énergie et les fréquences sont assez basses. Ils plongent l'humain dans des fréquences basses de dépendance, de stress. Oui. La Et dépendance et du stress. et de la frustration, c'est-à-dire qu'on en voit, hop, il y a un pic de joie qui est là, mais tout de suite, là, ça disparaît, ça reste pas, et on cherche, on cherche, on cherche. Et c'est pour enfoncer encore plus l'humain dans la recherche, dans la frustration, quelque chose comme ça. Ouais, ça me dit c'est des fréquences basses en globalité, c'est des fréquences assez basses. D'accord, très bien. On passe à la question suivante. Quel est leur plan d'existence et de manifestation? Alors, leur plan d'existence, ils sont pas dans la même dimension, ils n'évoluent pas dans la même dimension. D'accord, Ça me dit 2D, presque 3D. Ils frôlent la 3D. d'accord, Euh, et après, c'était quoi la suite de la question? quel est leur plan d'existence et de manifestation? Mais en fait, il arrive je vois là pour tout ce qui est Europe, Occident, il est vraiment dans des fréquences, dans un plan légèrement inférieur à la 3D. D'accord, Et tout ce qui est Afrique, Amazonie, ça passe, ils sont légèrement au-dessus, parce que les croyances des peuples premiers dans ces zones-là sont... c'est marrant, ils s'adaptent aux fréquences, ils s'adaptent au plan, en fait. Il arrive à passer d'une dimension à l'autre en s'adaptant aux fréquences des humains qui sont là, quoi. d'accord, Et chez nous, là, bah, c'est pas forcément c'est plutôt 2D et demi, presque 3, quoi. d'accord. Très bien. Comment ces êtres vivent-ils et agissent-ils? Bah, ils vivent, je les vois, là, j'en ai un, c'est un multiforme, il est dans la terre, vraiment. Et dès qu'il capte quelque chose, parce que il est aussi en contact avec les éléments, et dès qu'il capte une fréquence qui lui convient, de personnes qui cherchent vraiment, mais il faut que ce soit chez l'humain vraiment quelque chose de profond. Quelqu'un qui se promène comme ça dans les bois et qui dit: «Tiens, je vais essayer de voir des lutins», c'est pas profond, sans vraiment, enfin, si la personne n'y croit pas vraiment, hem, ça va pas fonctionner. Mais si quelqu'un est là vraiment au profond de lui, profondément, il le sait et il sait que ça existe et tout, si cet être est là, il va se connecter à lui et lui proposer de voir des choses pour l'accrocher, quoi. C'est une sorte d'accroche et puis le temps qu'il est accroché à lui,
connecté à cet humain, bah, il va se nourrir de son énergie créatrice, sexuelle, de tout ce qu'il peut choper, quoi. D'accord. Très Mmh. bien. Est-ce que tu perçois autre chose sur la comment vivent-ils et agissent-ils? Ça me dit: «Ils essaient de survivre». Mmh. Hem, c'est comme s'ils étaient, vu ce qui se passe en ce moment, ils étaient de moins en moins nombreux. D'accord. C'est-à-dire? Bah, l'homme change ses croyances, l'homme évolue et eux, ils ont de plus en plus de mal à trouver des gens, des humains qui sont, ça me dit: «Ils sont un peu en perdition». Ils sont en perdition. Hem, ils cherchent ils cherchent D'accord, vraiment des gens, des humains qui sont, on va dire, connectés à cette croyance, à tout ça et d'accord, et ça, ça les fait, il y a eu des bruits là, ça m'a oui, on dirait que ton micro est déconnecté. C'est bon non, pour toi? Oui, ah voilà, c'est mieux. voilà, très bien. Hem, oui, c'est comme s'ils étaient, en perdition, heu et ils agissent vraiment au contact de gens qui croient en eux, quoi. D'accord, Et ils vont, comme je te disais tout à l'heure, ils vont choper tout ce qui est énergie créatrice et tout ça et ils peuvent chez certains se comporter comme des interférents. Si la personne est vraiment, à chercher, à vouloir, ils vont se comporter comme un interférent. d'accord, très bien. OK, on passe à la septième question. Les créatures élémentaires interagissent-elles avec les humains? Oui, non ou partiellement? Là, ça me dit, bah, oui, forcément, mais dans le sens, toujours dans un sens unique, c'est-à-dire ça profite à, ça profite à cet être et l'humain, il est encore plus enfoncé dans ses croyances. D'accord. Donc pourquoi interagissent-ils avec les humains et comment le font-ils? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils interagissent, pourquoi? Bah, ils recherchent de l'énergie, ils recherchent à partir du moment où il y a un humain qui veut voir ça, c'est qu'il est d'accord pour le voir, donc implicitement, il donne un accord pour voir ces choses-là. Lui, D'accord, il se nourrit de cet accord, enfin, il prend cet accord pour se nourrir de l'énergie de l'humain. Mais ça reste pas si l'humain après rentre chez lui, il habite en ville, il peut pas. Il faut qu'il soit au contact, vraiment de la nature. C'est d'accord, je vois pas, d'accord. Donc tu me dis s que ces êtres restent dans l'élément nature, ils viennent pas en ville? alors il peut si la personne est vraiment, bah, c'est-à-dire si l'être élémentaire est devenu l'interférent.
À ce moment-là, il y a suffisamment on va dire, de symbiose, c'est comme s'il y avait un symbiote qui était là et que l'élémentaire était devenu vraiment l'interférent de l'humain. D'accord. Mais ça, faut que l'humain, il y a une volonté, je vois, il y a une volonté de l'humain de garder ça en lui, il est bien avec ça, et du coup, ça devient, l'humain devient complètement contrôlé par cet être. Et là, peu importe où il se trouve, l'humain. D'accord. Il faut vraiment qu'il y ait une alchimie, quelque chose qui se passe pour que ça devienne possible. Mais la plupart du temps, ceux qui habitent dans la nature, ceux qui habitent et qui vont souvent se promener, qui sont vraiment en contact de la nature, s'ils ont cette croyance-là en eux, ben, ils peuvent très bien rentrer en contact. Il faut que ce soit profond aussi. D'accord. Très bien. On passe à la prochaine question. Au-delà des humains, avec qui co-crée-il? Euh, Bah, il n'y a pas grand-chose d'autre, hein. C'est vraiment principalement humain. Je dis principalement parce que ça me dit qu'il y a aussi quelques animaux, des animaux familiers qui peuvent être connectés, mais c'est infinitésimal. C'est genre 99,47 d'humains. Le reste, ça peut être des animaux, mais genre un chien ou des animaux très familiers, très proches de l'humain. D'accord. Euh, et il y a aussi une sorte de... Ils veulent pas co-créer avec d'autres, comme par exemple là, ça me dit les reptiliens, non, ils veulent surtout pas. C'est comme s'ils étaient pas en guerre, mais c'était la survie qui en dépendait, et c'est chacun pour soi, quoi. Ils veulent pas, ils veulent pas D'accord. rentrer en contact avec ces êtres-là. Par contre, ce que je vois, c'est que des reptiliens peuvent utiliser ces êtres-là à des fins de recherche d'énergie et de nourriture. C'est-à-dire que ils se servent d'un élémentaire pour aller capter l'énergie d'un humain. D'accord. Mais l'élémentaire, du coup, se retrouve interféré en quelque sorte, mais ici, ils veulent surtout pas. Ok. Très bien. Donc avec donc les animaux, les humains et autres, donc quel type d'interaction, de co-création perçois-tu? Décris-les. Bah, la co-création principale, ce que je vois, c'est en fait, ils vont se servir de l'imaginaire de l'humain pour co-créer ensemble un univers de lutins, de petites fées, de petits personnages, de choses comme ça. Et c'est très... dire, l'humain souhaite voir ça, donc quelque part, il va le créer. Et c'est l'interférent, enfin l'être élémentaire qui va l'aider à co-créer. Donc c'est vraiment une co-création de monde imaginaire, de personnages imaginaires, de mouvements. Voilà, il va il me dit, va se mettre au service de l'imaginaire de l'humain, mais c'est aussi ouais, mais tout en lui captant son énergie créatrice, et parce que du coup, ça devient une co-création. Mhm. Euh, il y a aussi, par exemple, là, je retourne toujours en Afrique.
Et il y a aussi la co-création, c'est-à-dire les esprits. Il se fait passer pour un esprit de la forêt, l'esprit. Bah, il y a des messages, il donne des messages. Et à ce moment-là, les peuples, je vois une tribu qui écoute les messages et qui fait en fonction du message. Donc, ils sont quelque part contrôlés par leurs propres croyances. D'accord. Voilà, c'est vraiment des co-créations Alors, d'un côté, tu as l'imaginaire et de l'autre côté, tu as vraiment la vie de tous les jours qui est en fonction des êtres, en fonction des êtres élémentaires et qui se font passer pour des esprits des lieux, les esprits des arbres, des forêts, etc. D'accord, très Euh, bien. c- Oui, tu as autre chose? ouais, je capte aussi il y a vraiment aussi il y a un esprit des arbres, Oui, l'esprit des arbres, etc. Mais c'est comme si il voulait, il voulait pas rentrer en contact avec l'humain. Et c'est vraiment l'élémentaire qui vient à ce moment-là. euh, Prendre la place de l'esprit des arbres, j'ai cet exemple-là, d'accord, et dire au peuple, à la tribu que je vois là, que ce qu'il faut faire. Mais l'esprit des arbres, du collectif des arbres, de tout ça, n'entre absolument pas en contact avec l'humain, non. C'est pas, d'accord, ils se foutent carrément de l'humain, quoi. C'est pas leur problème. Et d'accord, par contre, par contre, l'élémentaire, lui, s'en sert, quoi. très bien. Il se fait passer pour l'esprit des arbres, quoi, par exemple. Très bien, bah, vu qu'on a fini, la partie fixe et qu'on rentre dans la partie libre, on va rester sur ce thème parce que c'est quelque chose qui est, pour beaucoup de personnes, une pratique d'aller enlacer un arbre. J'aimerais que tu regardes un moment où quelqu'un, voilà, enlace un arbre pour se connecter à son énergie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que je vois, c'est une personne qui entoure un arbre. Je vois l'énergie de l'arbre qui est là, qui monte et qui descend. Et c'est comme si l'humain en captait, mais vraiment une toute petite partie, quoi. C'est vraiment 3 fois rien, quoi. Mais ça rentre dans la croyance de la personne. Et je vois, après, il y a cette espèce d'énergie, de conscience qui est là, de l'élémentaire. Alors c'est pareil, il faut que la personne soit vraiment persuadée au fond d'elle-même qu'elle peut se connecter à tout ça. Je vois si c'est pas ça, genre, quelqu'un qui va serrer un arbre comme ça pour le plaisir d'une promenade, on serre un arbre, il se passe rien, hein. D'accord, Mais si la personne est vraiment là pour capter une énergie, bah, c'est l'élémentaire qui va se connecter à lui au travers de l'arbre, tu vois? Ça passe par l'arbre et ça communique avec l'humain, et l'humain a l'impression que c'est l'arbre mais en fait, c'est l'élémentaire qui est là. et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où c'est l'élémentaire qui prend la place? Qu'est-ce qui se passe pour l'humain? Mais il ressent une connexion, il ressent vraiment en fait, c'est ce qu'il a au fond de lui qui est, on en revient toujours au même, c'est ce qu'il a au fond de lui qui se matérialise devant lui, heu, mais et puis l'autre s'en sert aussi pour se nourrir, pour récupérer de l'énergie. L'humain envoie ce qu'il a au fond de lui dans cette étreinte, si tu veux, et autour de l'arbre, et l'élémentaire l'aide à co-créer, l'aide à co-créer et à ressentir ce qu'il a au fond de lui. Ça, c'est très particulier, quoi.
D'accord. Et je vois le circuit énergétique, ce qui sort du cœur de l'homme va dans l'élémentaire, repart dans l'arbre et c'est le flux et ensuite ça retourne dans l'humain et c'est comme si ça faisait un circuit et quand ça retourne dans l'humain, c'est plus fort. Mais en fait, D'a ça vient de lui, ça vient de C'est l'humain. sa propre énergie, c'est ses propres C'est sa fréquences. propre énergie qui est réinjectée dans lui et il la reçoit, mais comme ça passe par l'arbre, il y a une légère différence de fréquence, mais toute petite, qui suffit à, l'humain pour dire: «Ah bah, c'est magnifique, c'est génial» et en fait, ça me dit: «C'est trafiqué, quoi». Enfin, c'est pas, alors pourquoi pas, hein? Je veux dire, il y a rien de mais si la personne fait ça, souvent, profondément, elle va rentrer dans un cycle de dépendance, de frustration parce qu'il y a que comme ça qu'elle va se sentir bien et du coup, ça va permettre de nourrir l'élémentaire. C'est ce que j'allais dire, donc qu'est-ce que récupère lui l'élémentaire, au juste? Dans un Mais cas comme celui-ci? il récupère l'énergie créatrice D'accord, et il en renvoie dans l'arbre et puis ça fait comme ça et il s'en sert, il s'en sert. C'est comme un circuit, quoi et je vois lui, il en garde une partie qui lui suffit. Oh, ça fait vraiment d'accord, comme une forme, ouais, c'est d'accord. mmh. OK, donc c'est ce qui se passe quand on se connecte à un arbre. Quand on se connecte vraiment avec le cœur et la volonté. Ça me dit il y a pas de danger en soi tant qu'on le fait comme ça, ça me dit une fois de temps en temps, enfin, ça me dit une fois de juste pour tester, c'est pas gênant et puis, mais par contre, on peut aussi je vois, je vois une conscience, humaine, mais, libre, si tu veux. Ouais, Oui, c'est ça. C'est comme si la conscience de la personne éjectait l'élémentaire et du coup, ça fait un circuit entre la conscience et l'arbre. Mais c'est pareil, le flux de l'arbre reste dans l'arbre et descend dans les racines et va connecter à d'autres arbres après. Et donc on arrive l'humain, si tu veux, il peut se connecter à ce flux, et ressentir une connexion, et ressentir la connexion des arbres entre eux. d'accord, Si la conscience est vraiment, la conscience de l'humain est vraiment, libérée et ben, elle arrive à garder, ce contrôle-là et donc l'humain va sentir la connexion entre tous et ça, c'est intéressant d'accord, et donc la sensation est complètement différente. d'accord, très bien. Mmh. Tu peux déconnecter de cet arbre. Mmh. Tu disais aussi donc que les élémentaux donc co-créent avec les animaux familiers. Quel style de co-création tu peux percevoir là, par rapport avec, les animaux familiers? Beh, je vois par exemple un chien mais qui court après, c'est-à-dire qui se connecte, alors c'est le chien, si tu veux, est connecté quelque part, d'une certaine façon à son maître, à son gardien Mmh. et capte l'information de l'énergie, la fréquence des élémentaux, de ce que veut le maître et le chien, arrive à être connecté à l'élémentaire, dont l'élémentaire se connecte au chien
Et du coup, le chien va, je vois une promenade, il va courir, il va chercher, il va quelque part emmener son maître, son gardien, là où c'est plus facile pour l'élémentaire de se connecter au maître. D'accord. C'est, mais le chien en lui-même, il est pas, il sert de porte d'entrée, ouais, c'est ça. C'est le D'accord. mot, il sert de porte d'entrée pour aller se connecter à l'humain après. D'accord, très bien. Est-ce que, du coup, il y a des connexions qui se font à l'insu de l'humain, sans qu'il s'en rende compte, avec les élémentaires? Alors, ça me dit en quelque sorte oui et non. Mais oui, dans la mesure où si profondément la personne y croit, est persuadée que ça existe, que voilà. Donc là, c'est pas à l'insu, c'est vraiment il y croit, il va se connecter, tôt ou tard, il va arriver à être en contact. Par contre, si la personne ne sait pas qu'au fond de lui, il y croit, enfin, bah oui, il peut y avoir, aussi implicitement quelque chose mais c'est très rare. Normalement, il y a pas de connexion à l'insu. Très peu. D'accord, Très, très très peu. bien. OK, super. Très bien. Au début des questions, fixes, tu me disais que tu ressentais que donc c'était des consciences avec une puissance créatrice, Ouais. les élémentaires. Pourquoi, du coup, ont-ils besoin de venir se connecter et prendre notre énergie? S'ils ont eux-mêmes une puissance créatrice? Ouais, c'était dans le sens en fait, ce que je ressens, c'est qu'ils ont ils ont cette capacité de créer, mais il faut ils peuvent pas créer, comment dire? Ils ont besoin de la puissance créatrice, humaine pour déclencher leur propre création. Enfin, je sais pas, c'est comme si elle était, peuvent pas s'en servir s'ils sont pas connectés à l'humain. D'accord, et donc quand tu es C'est dans comme si elle était vraiment, je la vois, elle était vraiment toute rabougrie, toute rikiki, que c'est ça me dit ils ont, ça me dit ça me nuit chez eux, la puissance créatrice. d'accord, donc quand ils ne sont pas connectés à l'humain, comment vivent-ils? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Ça me dit ils sont en latence, ils attendent. Ils sont là, D'accord, donc j'ai envie d'aller plus loin en disant quel est le ils but sont de leur existence? Quels sont les buts et les objectifs de leur existence? le but c'était, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une espèce, en voie de disparition ou qui se mmh et c'est le but c'était et ça l'est aussi d'être, au D'ac contact de l'humain pour, il y a une sorte de gardien, ça me parle de gardiennage, gardien de la terre, quelque chose comme ça. Mais c'est comme si tu avais, le bon génie, le mauvais génie de la terre et là, c'est à la fois le bon et le mauvais génie. Tout dépend de l'humain et Alors regarde les 2 côtés, quand c'est dans le bon génie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu perçois?
J'en reviens toujours à ces peuples premiers quand ils sont en contact avec les esprits. Par exemple, l'autre, il se fait passer pour, enfin, l'élémentaire se fait passer pour pour l'esprit des arbres ou de la forêt, peu importe. C'est pas dans un but de destruction, c'est un but, ça me dit, de préservation. Mais ils vont contrôler comme ça une tribu, quelque chose des humains, un cercle d'humains pour pouvoir garder, euh, le lieu tel que l'élémentaire le souhaite, c'est-à-dire c'est la préservation, ouais, c'est ça. Ils veulent préserver, en quelque sorte, ils veulent préserver la terre, mais et ils le font en contrôlant, par exemple, là, ces peuples-là, et ils les contrôlent en leur donnant des façons de faire. C'est sort comme des, pas des guides, mais presque. Ouais, c'est une sorte de préservation. Ils veulent préserver leur milieu ambiant. D'accord. Donc ils veulent préserver leur milieu ambiant et en même temps, donc quand ils sont, génies du mauvais côté, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme s'il y avait une histoire de corruption au fil du temps. C'est comme si ces élémentaires, je vois en Occident, ont été corrompus, mais par nous, les humains, par les autres interférences, je vois les reptiliens, au fil du temps, ça a dénaturé le. Et c'est plus les. Il y a vraiment deux genres, là, je vois dans les milieux africains, amazoniens, ça reste encore des esprits, des consciences, on va dire, pures sous quelque chose de positif, de bien, de préservation, etc. Et chez nous, c'est plus de la manipulation. Donc, ils sont passés du côté obscur, ça me dit. Et là, ils préservent vraiment, là, ils sont en mode survie. Euh, et pour survivre, ils n'ont pas le choix que d'interférer le plus possible les humains, mais leur système à eux de fonctionnement fait que si l'humain n'est pas intimement et profondément croyant dans ces trucs-là, ils peuvent pas. D'accord, Ouais, samedi, ils sont en perdition. d'accord. Est-ce qu'ils sont en perdition aussi à cause de la on va dire de la perdition de la nature? Oui, c'est lié. D'accord. Dans un contexte où la nature, tout va bien, est-ce qu'ils ont toujours besoin de l'humain? Si je reviens toujours à ces peuples qui vivent dans les grandes forêts ou parfois les zones très, enfin, où il n'y a que de la nature. Euh, Si l'humain décide de faire des choses, par exemple, ils ont besoin de faire des plantations pour leur subsistance, planter, je sais pas moi, des légumes, des racines, des choses comme ça, et ben ils vont être là et contrôlés en se faisant passer par les esprits de la forêt. Ils vont contrôler la tribu pour pas faire n'importe quoi. D'accord. OK. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à ça? Non, non, ça, Non? non, Très bien, très bien. Donc tu nous parlais de conscience, hein, qui prennent, des multiformes. Donc tu voyais au début, au niveau de l'ADN éthérique du 100 terre. Est-ce que tu as perçu d'autres éléments avec un autre ADN et est-ce que les formes diffèrent ou c'est toujours la même chose? non, c'est toujours la même chose. Ce que je vois, c'est vraiment principalement ça, une conscience qui est capable de jouer avec l'esprit des gens, et prendre l'apparence de ce qu'il veut, quoi. D'accord, Ouais. d'accord, très bien. Tu disais aussi donc qu'ils vivent principalement dans la deuxième dimension, c'est ça? Ouais, très proche de la troisième. Chez nous, en tout cas en Occident, hein, je vois l'Europe. Ouais.
D'accord. Et est-ce que du coup ces consciences vivent quand même, comment je peux dire ça? En tribu? Ou est-ce que c'est vraiment des consciences libres, indépendantes, où il y a vraiment, Non, une organisation en fait? non, ils sont individuels. Je vois, ils sont pas, il y a pas de, je vois cette conscience-là, elle est toute seule, elle est toute seule. Et puis il y en a d'autres plus loin, mais beaucoup plus loin. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment des consciences individuelles. Il n'y a pas Ouais. de, on va dire d'un village de lutins quoi, si N- je peux mettre l'image comme ça. Non, non, mais non, c'est pas un lutin n'est pas égal à cette conscience. Cette conscience te fait apparaître un village de lutins. C'est ça que je veux dire. D'accord, d'accord. Très bien. Et donc tu disais que parfois, donc ils peuvent devenir des interférents. Qu'est-ce Oui. qui se passe? Voilà, Ah, qu'est-ce qui se joue pour que ça bascule dans la notion interférence vraiment? Et de quel ordre est l'interférence en fait? à partir du moment où l'humain est vraiment connecté à cette conscience, à cet être, est vraiment connecté dans la dépendance, dans la frustration, parce qu'il veut toujours en voir plus, en voir plus, en voir plus, eh ben, du coup, ça va nourrir vraiment cette conscience qui va, elle, amplifier les co-créations. Et ça devient vraiment elle va pomper l'énergie créatrice de l'humain. Et à ce moment-là, elle va D'accord, s'en servir. Pour s'en d'accord, servir, c'est comme vraiment, plus l'humain veut croire et veut voir, plus l'autre, il va proposer parce qu'il va se servir. Et du coup, l'énergie créatrice, enfin la partie créatrice de cette conscience mmh, va aussi se remettre à grossir et ça fait comme un cercle vicieux ou virtueux pour l'élémentaire et vicieux pour l'humain. d'accord, et ça peut être un interférent du même type que le reptilien qui, une fois qu'il est dans l'espace, reste dans l'espace? Mmh. Oui, oui, ça finit par être accueilli dans l'espace. Voilà. D'accord, très bien. OK. Ils ont toujours fait partie de ce plan, de cette planète? Ça fait longtemps qu'ils sont là? Ça me dit depuis toujours. Depuis toujours. D'accord. OK, très bien. Est-ce que toi tu as perçu, vu une information que tu souhaites partager par rapport à ces élémentaux? Non, ça me dit juste qu'ils font partie de la Terre, ils font partie de la Terre elle-même, quoi. C'est d'autres consciences, comme il y a des consciences sous-marines, et ben, là, il y a des consciences terrestres qui sont dans la Terre, qui font partie de la vie terrestre. D'accord, très Mm. bien. Donc tout ce qui va être, on dit licorne, les fées, les lutins et cetera, en fait, ce n'est qu'une conscience qui prend la forme de ce que l'on souhaite voir, en fait. Ouais. Mais d'où est née, en fait, ces premières images, en fait, de lutins, de fées, de licornes? Où sont apparues ces premières images pour que ça devienne, du coup, une croyance? Pour que ça ait pris cette forme-là, en fait? Bah, ça me montre là, je vois une statue avec un être dessus, sculpté avec des ailes, comme ça. Mmh. Et dans la croyance des gens, bon, ça me dit c'est un dieu, bon, la représentation d'un dieu. Et dans la croyance des D'accord. gens, ils veulent voir, ils aimeraient voir ce dieu, ils aimeraient voir ceci, ils aimeraient bien voir, heu, enfin tout ça, c'est construit avec l'imaginaire, de l'humanité. Et donc je prends cet exemple-là et donc des Mmh. personnes très sensibles à l'imaginaire avec
est lié en même temps avec habitant proche de la nature ou dans la nature et très lié aussi, connecté à la nature, ben, quand il rentrait en contact avec cet élémentaire, bah, l'élémentaire lui donnait une image, par exemple, et ça, il transformait ce que l'humain voulait voir absolument, c'est-à-dire cette sculpture avec des ailes et tout ça. Il transposait, il créait bah, une fée. Moi, je vois une fée ou un petit être avec des ailes. D'accord. Voilà, il se sert en fait de ce que l'humain voit, pense, euh, et au fil du temps, ça a créé comme ça, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait eu, il y a très longtemps, alors ça me remonte au temps, là je suis dans le désert avec des sculptures, je vois, ça me dit je suis en Mésopotamie, quelque chose comme ça avec D'accord. par là, et je vois il y a tellement de mystères, tellement de choses qu'on n'a pas le droit de dire, pas le droit de voir, que bah, la population en elle-même, elle s'est créée un imaginaire, un bestiaire, si tu veux, de Dieu, de choses comme ça. Et petit à petit, ça s'est transformé au fil des années, ça s'est transformé. Et donc, les créations, les co-créations avec les élémentaires ont évolué. Et c'est comme ça, nous, dans notre civilisation, après, on a, on a lié ça avec l'imaginaire des enfants. Après, D'accord. il y a eu la culture judéo-chrétienne qui a voulu arrêter tout ça. Et donc, on a fait garder ça, l'imaginaire des enfants. OK, c'est les enfants, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, les enfants, eux, ils ont créé des imaginaires plus bah, à leur échelle, à leur niveau, plus doux, plus enfantins. Et au fil du temps, ça s'est modifié et sont apparus les fées, les petits lutins, parce que c'était les enfants qui imaginaient ça. Et, bah, après, les adultes, là, Oui. maintenant, ils se sont accaparés ces images-là. C'est devenu des images dans le collectif Oui. humain. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est répandu, ça s'est créé, ça s'est modifié au fil du temps. Mais Ok. Super. au départ, ce que je vois là, c'est vraiment dans la Mésopotamie, je vois, ça me dit les Anunnaki, il y avait tellement de mystères autour de ces civilisations-là, bah, que les gens de la campagne voulaient absolument voir, mais du coup, ils s'inventaient eux-mêmes des images d'êtres volants, de choses comme ça, et puis ça s'est modifié avec le temps. Très bien. Justement, alors si on revient à ce temps, Mésopotamie, les Anunnaki, comment ça se passait du coup entre l'humain et les élémentaux à cette période-là, dans ce temps-là? Quelle était, la connexion, le lien? Comment ça se faisait? Est-ce qu'il y avait encore il y avait déjà ce contrôle ou il y avait Non, un samedi, autre comportement? c'était balbutiant, c'était balbutiant, ouais, il y avait pas tout ce contrôle-là. C'était vraiment une volonté humaine de voir ce qui était interdit de voir, D'accord, tout ce qui était interdit de voir, bah, l'humain se l'est imaginé, en fait, et eux, ils d'accord. s'en sont servis. Et Très bien, ils ont trouvé chez l'humain vraiment une facilité pour se nourrir, pour aller choper bah, de l'énergie. d'accord, et à cette époque-là, comment se comportaient les élémentaux? Bah, ils se comportaient de la même façon que maintenant. Pareil, d'accord. Il y en avait. Ils avaient déjà autant besoin de l'humain, quelque part? Non. Non, En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'élément, l'élémentaire avait une énergie créatrice qui était là. mmh,
Je la vois, elle est plus grosse que celle que j'ai vue, que je voyais tout à l'heure de nos jours. Oui. Mais elle a trouvé plus facile d'aller choper celle des autres Pourquoi? pour éco je me dis pour économiser son énergie créatrice. Et puis pour aussi en avoir plus. Et elle a trouvé chez l'humain, une source d'approvisionnement plus efficace et plus forte, beaucoup plus forte que la leur. Ça leur servait à quoi d'en avoir toujours plus? À pouvoir survivre et vivre plus longtemps, à pouvoir se nourrir. D'accord. Je vois avant ça, ils se servaient de leur énergie créatrice, avec des animaux. C'est-à-dire? Bah, ils allaient se connecter à des animaux et mais ça leur convenait pas. Pourquoi? Bah, il y a pas, bah, les animaux que je vois là, c'est comme s'ils essaient de se connecter mais ils en tirent quasiment rien, quoi. Je vois une espèce d'antilope, quelque chose comme ça et ils en ont un tout petit peu mais c'est comme si ça leur convenait pas et quand l'humain, est apparu et que le enfin est apparu, quand ils ont pu se connecter à l'humain, là, ils ont trouvé une source d'approvisionnement beaucoup plus riche et beaucoup plus puissante que ce qu'ils avaient, avant. D'accord. Donc ce sont des consciences qui ne s'autosuffisent pas toutes seules. Non. Non. Par contre, elles ont, ouais, c'est-à-dire si on peut imaginer qu'il y ait plus rien, plus d'êtres vivants, elles disparaîtraient. D'accord. Juste les éléments de la nature ne leur suffisent pas. Bah, c'est comme si elles avaient été, on va dire corrompues par l'humain, c'est-à-dire enfin pas corrompues puisque c'est elles qu'on vraiment choisi. Elles peuvent plus retourner en arrière maintenant. Elles peuvent plus s'autosuffire. Elles ont besoin d'une connexion à l'humain, de quelque chose comme ça pour, subsister. Mais je vois, il y en a de moins en moins. Mmh. Mais qu'est-ce qui a fait basculer vraiment cette bascule, le moment de la bascule où elles s'autosuffisaient quelque part et où, comme tu dis, elles sont devenues corrompues par l'humain? C'est quoi cette bascule? Alors j'en vois qui sont là, qui se contentent, de voir dans la nature si tout va bien et puis, d'être dans le et puis à un moment donné, il y en a un qui croise, des humains qui sont en train de bah, c'est pareil, je remonte toujours au même endroit, à la Mésopotamie, ces Anunnaki là, D'accord, ces reptiliens qui sont là, qui s'installent, qui font des constructions, des machins. Ça leur plaît pas du tout et puis il y a ces humains qui apparaissent et ils veulent contrôler ça et ils se connectent aux humains pour voir et c'est là qu'ils découvrent que en l'humain, il y a un potentiel et une énergie beaucoup plus intéressante et beaucoup plus et donc ils finissent par lâcher les connexions qu'ils avaient avec,
qu'ils avaient avant avec pour le coup les arbres, les animaux. Et ils viennent se connecter à l'humain et petit à petit, ça a fait ils en veulent plus, ils en veulent plus. Ils peuvent contrôler et ils peuvent, mais en fait, je vois ça les tire vers, ça les tire vers, dans un sens où ils peuvent plus revenir en arrière, quoi. D'accord. D'accord, très bien. Voilà. OK. Super, merci Fabrice. Est-ce qu'il y a Avec autre plaisir. chose? Tu nous as tout dit sur ces élémentaux, de ce que tu as perçu? Pour l'instant, c'est les informations que j'ai captées. Très bien. Tu te sens prêt à revenir? Ouais. Allez Fabrice, tu déconnectes de tout et de tous. Totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Et avec le 1, tu es dans ton espace, dans ton champ fréquentiel, totalement déconnecté de tout et de tous. Et je te laisse baigner dans tes fréquences, dans tes couleurs, dans tes sons. Et ajuster toutes ces fréquences au plus juste pour toi, pour ta journée. Et chaque particule, chaque cellule de ton être en profite pleinement. Avec le 2, tu réintègres totalement ton corps physique que tu ressens de la tête aux pieds dans cette densité ici et maintenant. Et avec le 3, tu reviens vers nous 2024 en ouvrant les yeux. C'est bon pour toi Fabrice? Tu es bien revenu? Ouais, c'est bon. Super, je te remercie pour ce voyage. Avec grand plaisir. Ouais. C'était agréable pour toi? Agréable, ouais, c'était intéressant en tout cas. Enfin moi ça m'a bien intéressé et vraiment je pensais pas trouver ce genre capter ce genre d'informations, quoi. D'accord, très bien. Eh ben, je te remercie beaucoup pour tout ça. Belle Plaisir. journée. Belle À la journée. prochaine. Au Au revoir à revoir. tous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o
eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché?
queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi,
non è detto che mi arrivi questa informazione, assolutamente, potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme.
Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.